Les modernes se sont longtemps illusionnés en pensant que c'est grâce à eux que l'économie avait été inventée. Pour Schumpeter et quelques autres, tout ce qui avait été dit dans le champ de l'économie durant l'Antiquité n'avait aucun intérêt scientifique et ne méritait donc pas une heure de peine. Or tout cela était bien vrai, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive à quel point non seulement les opérations de l'économie, acquérir des biens, les conserver, en user, furent une préoccupation constante des Grecs et qu'ils n'ont eu de cesse d'y penser avec intelligence et avec subtilité. Alors que les modernes ont concentré leur attention sur des considérations strictement instrumentales, comment accroître la richesse, les anciens avaient bien vu que le bon agencement des moyens pour accroître sa richesse devait y adjoindre à la question de savoir pourquoi. Loin de se réduire à la prescription de techniques efficaces, explique Étienne Elmer, qui étudie la philosophie grecque de l'économie, c'est là le sous-titre de son dernier ouvrage, leur pensée des pratiques économiques tend à en faire un art particulier de réalisation individuelle et collective, une finalité propre indexée sur une valeur suprême de nature morale ou politique. En bref, si les modernes se sont posé cette question « comment devenir riche ?», les anciens en ajoutaient une deuxième « qu'est-ce qu'être riche ?» voulant désigner par là, outre le caractère subjectif de la notion de richesse, une interrogation portant sur les modes d'organisation psychique et politique qui correspondent aux diverses modalités du désir de richesse. En bref, la science de la richesse, comme la bonne administration des affaires, mérite d'être philosophiquement interrogée sur le plan de leur usage droit. Un usage droit qui mènerait au bonheur selon deux principes. Le premier d'entre eux concerne le contrôle des appétits, l'enkrateia en grec. Le bon gestionnaire est celui ou celle qui exerce un contrôle sur ses propres besoins. S'enrichir, notamment chez Socrate, ce n'est pas accumuler des biens dont on ne sait tirer parti, mais c'est savoir maîtriser ses appétits matériels. Aristote ira dans le même sens en distinguant la crématistique, l'accumulation de richesses, toujours sujette à la démesure et à une quête sans fin, de l'oikonomia proprement dite qui questionne l'argent sur le plan de sa finalité propre et de ses limites. Gérer, c'est au fond savoir mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est-à-dire mettre l'accumulation à sa place toujours inférieure à l'objectif de vie bonne, c'est-à-dire à l'harmonie esthétique et morale. Le second principe, le renversement de la perte au gain, nous est fourni par les épicuriens et en particulier Philodème. Selon lui, en effet, le manque d'humanité et de douceur ou la réticence à partager produisent des maux, alors que dépenser avec mesure, partager, faire preuve d'humanité et de douceur, toutes ces attitudes, loin d'entraîner une perte, doivent produire un gain. Dépenser pour ses amis est un investissement beaucoup plus sûr, nous dit-on, sur le plan de la satisfaction personnelle, que l'acquisition de nouvelles terres toujours sujettes à complications et contretemps. La véritable richesse est celle qui est utile à une communauté politique, familiale ou amicale. En bref, comme les économistes classiques, les philosophes grecs avaient perçu le caractère instrumental de la richesse, ce qui est très juste et très vrai. Mais contrairement à eux, ils avaient vu que tout instrument est par définition nécessairement limité. Au point que l'on peut se demander si le reproche qui a été fait aux philosophes grecs de ne pas avoir su théoriser l'économie ne pourrait pas être retourné aujourd'hui contre l'économétrie contemporaine, elle qui semble négliger le fait que la rationalité économique n'est pas moins philosophique que scientifique. Ce que précisément mettait en évidence la philosophie grecque de l'économie, essentielle à redécouvrir aujourd'hui.